Bonsoir à tous. Merci d'être présent pour ce rendez-vous organisé par Calissan 972. De la perception à l'action, expérimentation au cœur de nos établissements. Alors on a compris ce soir, on va parler de qualité de service. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va commencer avec les mots d'ouverture. Notre hôtesse, Danielle Bruyère-Dossoy, présidente de Calissan 972, sous vos applaudissements. Alors, monsieur le directeur, j'ai mis l'adjoint pour la glace. Non. C'est moi ça, c'était plus le représentant. Oh, c'est le représentant de la qualité, le directeur général, le directeur délégué à la qualité, les dames et messieurs, les représentants des collectivités, les messieurs et mesdames, les directeurs et directrices des établissements sanitaires et structures médico-sociales, chers collègues, chers amis. Je suis très honoré de votre présence ce soir à cette nouvelle conférence organisée par Calissan. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, mais là je pense qu'il y en a beaucoup qui nous connaissent déjà, nous sommes la structure générale régionale d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients, désignée par l'ARS Martinique à l'issue d'un appel à candidature lancé en 2020. Notre vocation est d'accompagner l'ensemble des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, ainsi que les professionnels de santé libéraux dans leur démarche qualité et gestion des risques. À ce titre, nous avons une mission d'animation territoriale qui nous tient particulièrement à cœur et nous partageons tous à Calissan cette volonté de contribuer au développement de la qualité d'une culture qualité partagée dans tous les secteurs et tout l'ensemble du territoire. Aussi, la thématique de l'expérience patient s'est très tôt imposée car elle nous constitue d'une certaine façon, et nous le verrons au cours des interventions, un point charnière dans l'approche traditionnelle, n'ayant pas peur de le dire, que nous pouvions avoir de nos établissements. Bon, avant de laisser la parole à Madame Sabrina Doré, la thématique de cette conférence, je souhaite remercier très chaleureusement nos intervenants pour leur présence et leur contribution à ce soir. D'abord, monsieur Amako Evi, directeur général de l'Institut français de l'expérience patient, avec qui nous avons échangé depuis des mois, voire quasiment plus d'un an. Je l'ai rencontré à un congrès et où il faisait une intervention et j'avais trouvé cette intervention plus qu'intéressante, et quand je suis sortie de là, j'ai été de le rencontrer, et après j'ai dit à la dite, ça c'est le sujet que nous devons faire en 2025, je veux vraiment donc on a commencé à se rencontrer et tout, pour arriver à ce qu'il vienne ici, et faire cette conférence. Madame Chloé Saint-Ly, directrice du CHU de la Martinique de la qualité, elle est une partenaire engagée, nous travaillons toujours avec elle, aussi bien ici que au CHU. Voilà. Madame Sabrina Bertin, qualiticienne de la clinique de la Tour et membre historique du réseau Calissan. France Assos Santé, partenaire essentiel au développement de la qualité. Et enfin notre équipe opérationnelle, Célie, David et Chardé, qui travaillent sans relâche et qui se sont vraiment investis dans toute cette affaire. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente conférence, riche en échanges, en partage et en inspiration. Merci à tous et toutes et merci d'accepter tous mes bafouillements. Merci, Madame Lafouille. Allez, on poursuit avec les mots d'ouverture avec l'ARS qui est représentée ce soir par Trappé Palu, sur vos applaudissements. Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors oui, donc je ne suis plus directeur général adjoint à l'ARS, mais je représente ce soir l'Agence régionale de santé avec le docteur Karim Damar qui était dans la salle, il y a ça qui est là, bien évidemment. Voilà, avec qui nous portons bien évidemment les sujets qualité. Alors mesdames et messieurs, chers partenaires, chers professionnels engagés au service de la santé en Martinique,
Je suis sincèrement ravi de participer à cette première conférence dédiée à l'expérience patient. Avec en plus une connaissance ancienne que je retrouve dans un nouveau cadre. Conférence organisée par Calissan 972, SRA, comme Madame la Présidente l'a parfaitement présenté, la structure régionale d'appui à la qualité et à la sécurité des patients en Martinique. Calissan, SRA, je le rappelle, qui du coup n'est pas le bras armé de l'ARS en matière de qualité, qui a sa pleine autonomie et qui est là pour accompagner les établissements, accompagner les usagers que je représente et qui a toute sa légitimité sur le territoire. Calissan 972 s'attache à fédérer les acteurs du territoire autour d'une ambition commune que vous partagez tous, renforcer la qualité des soins bien évidemment, sécuriser les prises en charge et impulser une dynamique collective au bénéfice des patients, des usagers et des personnes accompagnées. Cette mission s'appuie sur notre réseau de professionnels nombreux, sur nos partenaires institutionnels, ainsi que sur l'expertise nationale portée par la FORAP et la HAS, la Haute Autorité de Santé. Alors, le thème qui nous rassemble ce soir, l'expérience patient. Ce n'est pas une mode, je crois que vous allez en parler tout au long de la soirée. Ce n'est pas un simple complément à la démarche qualité. Ce thème constitue l'un des leviers les plus puissants, me semble-t-il, pour transformer durablement nos organisations. Car l'expérience patient, c'est avant tout la réalité vécue par chaque personne dans son parcours de santé. C'est ce qui permet d'identifier, à partir de situations concrètes, les leviers d'amélioration les plus pertinents et les plus humains. À travers les interventions de ce soir, Madame la Présidente en a parlé, il y a plusieurs experts qui vont intervenir autour de la clinique Saint-Paul, autour du CHU, ainsi que France Assos Santé. Nous allons explorer ensemble les concepts, les enjeux, les retours d'expérience et les exigences nouvelles liées à cette approche. Ces regards croisés témoignent véritablement d'une même conviction. La qualité des soins ne peut plus se penser sans la parole de celles et ceux que nous accompagnons. L'ARS, bien évidemment, que nous représentons ce soir, accompagne complètement cette démarche. Nous accompagnons la SRA, nous accompagnons Calissan, qui place la confiance, l'écoute, le partage et l'amélioration continue au cœur de son action. Elle rejoint notre volonté commune de promouvoir des soins plus humains, plus personnalisés et plus sûrs, ce qui me semble être en bonne voie en Martinique au regard de l'ensemble des progrès et innovations qui ont été accomplis ces dernières années. Avant de conclure, je souhaite simplement vous informer que l'ARS associera dans les semaines à venir les acteurs de la qualité, quels qu'ils soient, pour élaborer ensemble une feuille de route régionale qualité. L'idée étant que certains d'entre vous ont pu participer à la rédaction du projet régional de santé numéro 3, il y a ça quelques mois maintenant, qui a été adopté. On souhaite aller au-delà des 4 ambitions qui figuraient dans le projet régional de la santé, en se dotant d'une feuille de route régionale qui fixera pour 3 ans les priorités que nous essaierons de déployer ensemble avec des moyens bien évidemment adaptés. Voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente soirée d'échange. Merci. Merci. Alors, je vous le disais, l'objectif de ce soir est d'analyser la qualité et la sécurité des soins et des axes d'amélioration en donnant la parole aux partenaires. On va poursuivre avec une définition de l'expérience patient, puisque M. Lalleux nous a fait une brève définition, et on va rentrer encore plus en profondeur avec une vision nationale du sujet, la présentation de M. Ama Kwevi, directeur de l'Institut français de l'expérience patient. Sous vos applaudissements. Merci. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous ce soir. Merci beaucoup, Madame la Présidente, de votre invitation. Vous avez effectivement dévoilé les dessous de l'organisation d'une conférence comme celle-ci, organisée sur plusieurs semaines, plusieurs mois en arrière. Donc, votre ténacité lui permet d'être réunie aujourd'hui ce soir. Alors ça met la pression quand elle parle d'une conférence à laquelle elle a assisté, qui l'a tellement intéressée, émue, qu'elle me propose d'être là aujourd'hui. Donc je vais essayer d'être à la hauteur de son attente et j'espère de la vôtre. En tout cas, vraiment merci d'être venus nombreux. Je sais que pour certains d'entre nous, c'est déjà une longue semaine de travail. Vous prenez de votre temps pour venir participer à cette séquence. Alors,
c'est toutefois une séquence importante puisque, ça a été dit, on va parler ensemble d'expérience patient et l'expérience patient. Est-ce qu'il y avait quelque chose de plus important que ça, plus devant? On dit souvent que la santé, c'est la première préoccupation des Français. On vit dans un pays où on a plus de 12 millions de personnes qui vivent avec une maladie chronique ou plusieurs maladies chroniques, et ça c'est signe. Et que les personnes qui vivent avec une infection rématoryée, en réalité c'est presque 15 ou 20 millions de personnes qui vivent avec une maladie chronique. On a chaque année 433 000 personnes qui découvrent qu'ils ont un cancer, ça c'est en 2023 selon Malka. Plus de 20 millions de personnes qui vont fréquenter les services d'urgence de notre pays. 3 millions de personnes qui souffrent de troubles psychiques sévères. 253 000 qui vont faire leur entrée en EHPAD. Et si on parle de ce qui se passe ici en Martinique, c'est 1600 personnes qui vont apprendre dans la nuit qu'elles ont un cancer. Je crois qu'on est dans une île dans laquelle il y a 34 000 personnes qui vivent avec un diabète. Donc voilà. L'idée n'est pas de creuser un sommaire avec des chiffres, mais simplement vous dire que si la santé est perçue comme si importante, c'est parce que chaque jour, on en fait l'amère expérience, que ce soit pour nous-mêmes ou pour nos proches. Et évidemment, quand on est touché, fragilisé par la maladie, on retient que le reste de notre vie en est durement impacté. C'est la raison pour laquelle, au fond, merci pour ce petit interlace musical, c'est la raison pour laquelle vous voyez la santé Paris. Je pense que c'est pas la santé ni le trouble de la sécurité sociale qui fait que on s'intéresse à ce thème et il est tout en haut de la liste de nos préoccupations. C'est tout simplement parce que quand l'un d'entre nous, l'un de nos proches, ou nous-mêmes, on est touché par la maladie, par un problème de santé, ça vient devant toutes les autres préoccupations, aussi importantes soient-elles, et ça nous amène parfois à relativiser les difficultés du quotidien, au travail, dans nos vies. Donc l'expérience patient, c'est ça. Je pourrais arrêter ma conférence avec cette diapositive, alors on va continuer, on va approfondir. Je veux dire aussi que si on accorde aujourd'hui tant d'importance, ça n'a pas toujours été le cas auparavant, et je pense qu'il y a des conditions particulières qui l'expliquent. Alors, je le dis, c'est une préoccupation qui est en haut de nos priorités. C'est aussi, en tant que citoyen, si l'expérience est aussi présente, c'est parce qu'elle est dans bien d'autres compartiments de nos vies que le compartiment de la santé. Vous voyez, quand vous voyagez, quand vous avez affaire aux services publics, quand vous allez dans un commerce, on va de plus en plus questionner votre vécu, votre expérience, et en fait de longue date, on parle d'expérience client, on s'intéresse à ce qui a de l'importance pour vous dans ces moments de vie, de soit un moment de vie où vous êtes consommateur, un moment de vie où vous êtes voyageur, un moment de vie où vous êtes administré. Et bien tout cela fait qu'on a dans nos vies des temps qui ne sont pas étanches des uns des autres, et nos aspirations, nos attentes, celles qu'on a quand on voyage, celles qu'on a quand on consomme un produit ou un service, et elles viennent aussi façonner nos attentes quand on est confronté à un problème de santé. Et la considération qui nous a apporté, la qualité de la relation qu'on peut avoir avec les intervenants, ça devient progressivement des facteurs qui structurent notre façon d'interagir, y compris dans le champ de la santé. Et évidemment, cette mutation, elle oblige l'ensemble du système de santé à s'adapter et à faire une place significative à ce thème. Je vous l'ai dit, on est dans un pays où il y a des millions de personnes qui vivent avec une maladie chronique, ou plusieurs maladies chroniques. Ça veut dire que ce sont des personnes qui vont fréquenter de manière régulière le système de santé. Et alors que le système de santé, historiquement, était plutôt basé sur les soins aigus, on vient, on vous répare et vous repartez. Là, on a une élévation qui fait que ce qu'on appelle la transition épidémiologique, on a beaucoup de gens qui vont fréquenter le système de santé plutôt en mode aller-retour, avec pour eux des attentes vis-à-vis du système de santé qui ne sont pas dites-moi comment reprendre le cours de maths il est plutôt
avoir des conseils sur leur santé, avoir un lien avec leur vie quotidienne. Tout cela fait que on a des aspirations qui sont beaucoup plus dans l'horizontalité que dans la verticalité. On vient moins chercher un savoir qu'un accompagné. Et ça, c'est aussi une mutation profonde à laquelle. Alors, vous savez, hein, depuis la loi vue 4 mars 2002, on a aussi une représentation des usagers, un intérêt pour ce que les malades eux-mêmes peuvent vivre, peuvent penser, et ça crée aussi un contexte dans lequel l'expérience de vie devient quelque chose d'important. Et puis enfin, je ne veux pas cantonner cette réflexion à ce qui se passe en France. Il y a une montée de l'expérience patient à l'échelle internationale, et moi-même, je fais aussi partie de cette communauté, on va dire, d'acteurs engagés à l'échelle internationale pour faire progresser l'expérience patient. Ceux d'entre vous, j'y reviendrai, qui suivent l'Institut français de l'expérience patient et ses travaux, on a, il y a quelques jours, dévoilé un travail qui se fait à l'échelle internationale pour essayer de mesurer l'expérience des patients de façon commune d'un pays à un autre. Et pour ça, on a engagé un travail qui consistait à mobiliser différents établissements de santé pour faire émerger à travers un questionnaire très très court de 6 à 7 questions la caractérisation de l'expérience des usagers. Ce questionnaire, il est identique à ce qui est porté au Mexique, au Brésil, aux États-Unis. Et l'idée, c'est d'essayer de mesurer nos capacités à appréhender l'expérience patient. C'est un pays, peut-être, un diagnostic de l'expérience comparé entre les différents pays, quel que soit leur... Tout ça pour dire qu'il y a vraiment un contexte qui, autour de l'expérience patient aujourd'hui, est extrêmement dynamique. Et il est difficile de passer à côté de cette notion qui, comme elle a dit, est loin des modes qui fait que c'est plutôt qu'on a fait il y a maintenant 10 ans. C'était cet anniversaire-là au mois de janvier prochain, et l'expérience patient préexistait. On ne l'a pas inventé, on a simplement contribué à son développement. On définit l'expérience patient de la manière suivante. On dit au fond c'est tout ce qu'une personne a vécu, tout ce qu'elle perçoit autour de son parcours santé. Avec nos amis du BLI Institute, les Américains qui ont développé une structure analogue à l'Institut français de l'expérience patient quelques années avant nous, on a établi une définition qui est intéressante aussi. Pas d'interaction avec situation vécue par une personne ou son entourage santé. Mais on insiste aussi sur le fait que cette expérience patient, elle est faite d'interactions tout au long de son parcours qui tiennent compte aussi de l'histoire de vie de chaque personne. Et ça veut dire que les professionnels de santé que vous êtes, vous avez une influence directe sur l'expérience des patients. Ça, c'est un élément qui est évidemment très important. Alors, si vous deviez retenir 3 choses de mon intervention, c'est les 3 éléments que je vais partager avec vous, je vais rapidement développer. Le premier, c'est que l'expérience du patient, elle est d'abord à la clinique. Je ne sais pas si on a des médecins dans l'assistance, mais c'est vrai que j'entends souvent à l'expérience patient, c'est le confort, c'est être sympathique avec les patients, c'est faire en sorte qu'ils soient bien accueillis, et que la signalétique soit bien faite. Alors, bien sûr, c'est tout ça. Mais si l'expérience du bois du clinique est catastrophique, on imagine très facilement que mon baba à boire est l'expérience favorable pour les patients. Donc l'expérience des patients, elle est d'abord à l'implique, je vais évoquer. On dit aussi que l'expérience, elle est cumulative et intégrative. Donc elle est la somme de beaucoup de choses tout au long du parcours et elle intègre des points qui sont des points que bien souvent les professionnels eux-mêmes ne voient pas très plus. Et puis dernière chose, elle se partage entre guillemets. Je reviens plus tard. Alors l'expérience du patient, elle est d'abord et avant tout clinique. C'est pas simplement une affirmation que je fais pendant ce soir. On a, en 2022, réalisé une étude assez importante qui portait sur plus de 2000 patients et qui nous a permis d'établir qu'on a une liste de 9 déterminants clés qui façonnent l'expérience des patients. Alors c'était bien intéressant, je vous passe les détails, mais on a fait travailler des statisticiens sur ces critères qui jouent sur l'expérience des patients.
Il y a une infinité de choses qui peuvent avoir une influence sur l'expérience des patients. Mais dans cette infinité de choses, il y en a 9 qui expliquent à eux seuls la moitié de ce qui fait varier l'expérience des patients. Il faut lire le graphique suivant de la manière... il faut lire le graphique de la manière suivante. Des soins, des examens, des interventions, la dimension clinique, à proprement parler de l'expérience, constituent ce qui fait varier l'expérience des patients à hauteur de 34%. Évidemment, tous les paramètres qui jouent sur l'expérience des patients sont liés les uns avec les autres. On ne peut pas les isoler. Dès qu'on atteint le deuxième paramètre, qui est la prise en compte par les professionnels de santé, par l'établissement du ressenti vécu du patient, pris avec la dimension clinique, ces deux facteurs expliquent 39% de ce qui fait varier l'expérience des patients. Et ainsi de suite. Si on ajoute l'arrivée dans l'établissement aux deux critères que je viens d'évoquer, les 3 premiers critères expliquent 42% de ce qui fait varier l'expérience des patients. Donc ces 9 critères, tous pris ensemble, expliquent la moitié, 49% de ce qui fait varier l'expérience des patients. Alors, ce qui est fascinant, c'est que, je vous l'ai dit, il y a une infinité de critères qui jouent sur l'expérience des usagers. Avec 9 de ces critères, on explique la moitié de ce qui fait varier l'expérience des patients. C'est une invitation quelque part à les considérer en priorité et se demander si les bons sur ces 9 critères, avant d'aller chercher les 670 autres qui viennent expliquer un petit pilier supplémentaire de l'expérience, focalisons-nous sur ces 9-là. Et il y a quelque chose d'assez intéressant là-dedans, c'est, vous le voyez, hein, entre l'arrivée dans l'établissement, les premiers moments, le premier contact avec le personnel, on a vraiment quelque chose qui ressort et qui nous montre que, vous le savez, on n'a pas 2 fois l'occasion de faire une première bonne impression. Les chiffres ne mentent pas et ils disent quelque chose de ça à travers cette étude. L'expérience, je le disais, elle est aussi cumulative. L'image que j'aime bien prendre, c'est l'image du compte en banque émotif. Quand vous arrivez dans un établissement de santé, par exemple, tournez pour trouver une place sur le parking. Alors vous avez votre rendez-vous et vous avez un petit peu peur d'être en retard. Sur votre compte en banque émotif, vous avez un délit parce que ça ne s'est pas bien passé pour vous l'arrivée. Par contre, une fois garé, vous arrivez, il y a une personne à l'accueil qui est souriante, qui vous indique le lieu de la consultation, et puis, chance ultime, vous êtes pris à l'heure. Donc là, il va y avoir un crédit sur votre compte en banque émotif. Et donc, l'expérience des patients, c'est quoi? C'est une somme de crédits et de débits qui vont se réaliser tout au long d'un parcours. Et ce qu'on espère évidemment, c'est qu'il va y avoir, comme sur votre compte en banque, on l'espère, plus de crédits que de débits, et au total une expérience plus favorable que défavorable. Cette image-là, en fait, elle est importante parce que ça vous dit aussi que, quelque part, si ça ne se passe pas bien à un endroit, on peut essayer de faire mieux, mais il faut continuer la chaîne, et l'expérience, c'est l'ensemble de ce qui se passe. De la même façon, j'utilise l'adjectif intégratif, et c'est un adjectif qui est très important parce que il faut tout un village pour prendre soin des patients. C'est un travail d'équipe. Et dans ce travail d'équipe, chacun, et c'est comme ça que notre système est fait, il y a un certain degré de complexité, et chacun joue sa partition. Chacun fait le maximum dans son registre. Mais ce qui va faire l'expérience du patient, comme pas que l'usager, c'est l'ensemble. Et bien souvent, c'est dans les interfaces que se nichent les difficultés, les détails qui font que l'expérience n'est pas si bonne, même si chacun a fait son travail. Donc, raisonner, essayer d'aller explorer l'expérience des patients par tous les moyens qu'on va voir ensemble juste après, c'est aussi une façon d'intégrer des parties de l'expérience que vous ne voyez pas. Et donc c'est ça qui est important sur le plan méthodologique. C'est extrêmement important de pouvoir aller explorer. Troisième chose, l'expérience, elle se partage, surtout en privé. On a... à l'IFEP, on mène une enquête qui s'appelle le baromètre de l'expérience patient. C'est une coïncidence, mais cette enquête elle se clôt dans quelques minutes, là, puisque vraiment, on a fait 5 semaines de campagne, depuis le 14 octobre jusqu'au 21 novembre, et à minuit, heure de métropole, c'est-à-dire à 19h en 9 minutes, la campagne sera close. Et cette campagne, elle a permis de récolter 5500 retours de professionnels qui nous disent leur manière d'aborder l'expérience patient. On fait aussi une enquête auprès des usagers. Alors, on essaie de faire tous les ans, mais on a réalisé une en 2023, et cette enquête, elle nous disait que les patients partagent
ce qui leur arrive, leur parcours de vie, leur parcours de santé, avec leurs proches, mais très peu avec les professionnels de santé. Et c'est un paradoxe parce que ceux qui pourraient en bénéficier le plus pour améliorer la qualité des soins, pour améliorer le fonctionnement, c'est vous. Or, les patients ne partagent pas spontanément avec vous l'expérience qu'ils ont. Et ça, je suis sûr que vous le savez déjà, parce que vous travaillez dans la santé, et vos proches doivent vous appeler constamment pour vous partager leur expérience. Il faut dire, voilà, tu sais, j'ai été pris en charge ici, ça s'est passé comme ça, le médecin m'a parlé de telle manière. Donc vous avez accès à cette expérience-là, et paradoxalement, on a très peu accès, en tant que professionnel, par les patients qu'on soigne, à leur expérience. Donc, il y a un enjeu clé qui est celui d'aller explorer de manière proactive l'expérience, essayer de comprendre ce que vivent les usagers, essayer de faire émerger ce que vous ne voyez pas dans le sillon qui est le vôtre, pour comprendre de manière exhaustive, globale, l'expérience des usagers et bâtir les scénarios d'amélioration de la qualité des plans de charge sur ça. Donc là, ce que je vous montrais, c'est un document synthétique, comme l'IFEP en produit régulièrement, qui a 4 pages, et celui-ci vise à encourager les usagers à partager leur expérience, parce que dès le départ, c'est le moteur, c'est ce qui va alimenter notre capacité à prendre en compte leur expérience. Il faut que, dans notre pays, les citoyens comprennent que leur expérience a de l'importance. Et ça, c'est aussi un message que vous pouvez porter auprès des patients. Votre expérience nous intéresse, on peut s'appuyer dessus pour améliorer la qualité des programmes. Alors comment on fait? Il y a 3 angles pour aborder l'expérience des patients. Il y a un premier angle qui est celui des données, des indicateurs. Peut-être que vous me dites, ça c'est finalement les questionnaires. Alors il y a Isatis qui est questionnaire team de satisfaction. On a quelques questions sur la fin des Isatis qui sont des questions d'expérience. Les Américains utilisent un questionnaire qu'on appelle le HCAS. La particularité aux États-Unis, c'est que une partie significative de l'allocation des ressources des établissements est basée sur le score qu'ils vont avoir à ce questionnaire d'expérience. Alors, je ne peux pas résister à la critique à l'anecdote, mais j'ai eu la chance d'aller visiter la Cleveland Clinic aux États-Unis, qui est aujourd'hui considérée comme un établissement fleuron en termes d'expérience des patients. Eh bien, il y a 15 ou 20 ans, la Cleveland Clinic avait de très mauvais scores sur la communication médecin-patient. Et donc, ils ont entrepris un énorme programme de formation de leurs médecins, un programme de formation à la relation avec les patients, un programme qu'ils n'ont pas rendu facultatif, qui n'était pas... ils ont obligé tous les médecins sur une période de 2 ans à passer dans ce programme. En gros, vous ne pouvez plus avoir son accréditation de médecin pour travailler, d'avoir ses privilèges, travailler dans l'enseignement clinique si, dans les 2 années qui suivaient la mise en œuvre de ce programme, vous n'avez pas passé la formation. Et ce programme a tellement bien marché qu'aujourd'hui, il est proposé à des médecins qui viennent de l'ensemble des États-Unis se former à la Cleveland Clinic, à la communication médecin-patient. Donc, la première manière d'aborder l'expérience des patients, c'est avoir les résultats de ces indicateurs. Alors, ça peut être des indicateurs prêts, qui parlent de l'expérience des patients, ça peut être des indicateurs PROMS. Dans le jargon, c'est dit, des indicateurs plutôt sur les résultats de santé des patients, pour y revenir. Il y a une deuxième manière d'aborder l'expérience des patients, on n'y pense pas, mais c'est tout bête, c'est de l'observation. En fait, si vous vous rendez à votre travail une demi-heure à l'avance, vous ne mettez pas votre blouse, et que vous allez aux urgences ou en consulte, eh bien, vous vous mettez dans un coin, vous observez ce qui se passe, et vous allez apprendre plein de choses sur ce que vivent les patients. Donc l'observation, c'est aussi un moyen d'appréhender l'expérience. Et puis, troisième volet, le narratif, le récit. Alors, c'est un sujet qui nous est cher à l'IFEP, sinon de l'Institut français de scanner spatial. C'est tout simplement créer, en dehors de situations cliniques, des occasions d'échange au cours desquelles des patients vont vous raconter comment ils ont vécu leur prise en charge, comment ils ont vécu leur parcours, comment ils ont vécu leur soins. Et ça, c'est pas quelque chose qu'ils font parce qu'ils en espèrent en contrepartie quelque chose qui va venir améliorer la suite de leur prise en charge. Ils le font tout simplement à votre invitation parce que vous allez pouvoir vous en servir pour améliorer l'expérience des futurs patients. Et ça, c'est un programme qu'on a à l'IFEP lancé en 2019, qui a déjà été fait auprès de près d'1 millier de professionnels, plus de 200 structures, dont de CHU de Martinique, qui se sont lancés pour des visages familiers, qui ont expérimenté la collecte des récits. C'est vraiment quelque chose qui a de l'impact sur
les professionnels qui le font, et sur les patients évidemment qui participent à un séminage. Alors j'ai dit, donner un indicateur, Krems-Pross, moi je vous invite à aller découvrir des documents très bien faits sur le site de la Haute Autorité de Santé qui montrent comment on peut utiliser ces questionnaires. Si vous allez sur le site FEC, vous découvrirez le PREM international, à même parlé auparavant, qui est en cours de test aujourd'hui. Et quelque part, cet indicateur, il aide à appréhender l'expérience des patients, mais ça ne reste que des indicateurs. Et s'ils sont bien faits, on apprend des choses, s'ils sont moins bien faits, on apprend moins. Et ça, c'est intéressant de savoir, en fonction des objectifs qu'on poursuit, selon quelle méthode on va questionner l'expérience des patients. J'ai parlé d'observation, et vous voyez en bas à gauche, on peut se mettre dans une salle des urgences et on va à travers le niveau sonore, la répartition des gens dans l'espace, le rythme auquel les gens sont pris, on va avoir des indications sur l'expérience. On a aussi des expériences intéressantes. On fait certains établissements, et notamment une clinique près de chez moi à Lyon, qui a équipé un patient dans un parcours chirurgical avec une caméra GoPro, là, comme ça, qu'on prend pour faire l'histoire, avec l'idée de suivre son parcours chirurgical de bout en bout. Et effectivement, ils ont appris énormément de choses sur ce qui se passait du point de vue du patient, là, littéralement du point de vue du patient, avec une caméra sur la tête. Et ça a été extrêmement instructif pour cette équipe. Alors, j'ai pas le temps de vous faire le détail de tout ce qu'ils ont appris, mais il y a une chose qui a été vraiment marquante, c'est le rôle des brancardiers. Ils ont pu remarquer que c'était pas du tout la même expérience d'être transporté jusqu'au bloc opératoire par une personne qui vous dit bonjour, installez-vous, et qui vous adresse plus la parole jusqu'au moment où elle décharge le K-Copper. Et l'autre expérience qui est celle d'un brancardier qui va s'enquérir de votre état d'angoisse, qui va vous distraire en vous racontant cette pérégrination dans l'hôpital, une anecdote sur ses dernières vacances. Vous voyez, on n'a pas du tout la même expérience selon qu'on tombe sur ce brancardier ou sur l'autre. Et ça, c'est ce qu'ils ont appris, notamment par plein d'autres choses, à travers cette démarche d'observation en immersion. Alors, mon propos aujourd'hui, c'est un propos d'encouragement, évidemment. Je suis devant des professionnels de santé, j'ai envie de leur dire beaucoup sur l'expérience, et j'ai surtout envie que, en partant d'ici, vous ayez envie d'en faire de l'expérience. Alors, comment on en fait de l'expérience patient? À travers des démarches structurées, construites d'expériences patients. C'est quoi ces démarches? C'est un ensemble cohérent de pratiques qu'on va mettre en œuvre et qui vont permettre de recueillir, analyser, prendre en compte le vécu des personnes, mettre en œuvre des démarches qui vont, in fine, améliorer la qualité des prises en charge. Et donc, avec des collègues, on a développé un outil, on a appelé le modèle d'amélioration et de management de l'expérience patient. Il met en évidence, au fond, on pourrait quasiment restreindre la démarche expérience patient à une dizaine de pratiques. Alors, c'est plus compliqué que ça, mais on a envie de vous rendre la vie simple à l'échelle. Donc, on va dire qu'il y a une dizaine de pratiques. La moitié de ces pratiques, c'est des pratiques à proprement parler d'amélioration de l'expérience. Mais pour que ça dure, pour qu'il y ait une culture qui s'installe dans une structure, dans un établissement, il faut aussi qu'il y ait des pratiques qui viennent manager ce sujet d'expérience patient. Alors, vous voyez, dans les pratiques d'amélioration, on a recueillir, analyser, améliorer le vécu des patients, impliquer les équipes innovation et bien sûr avoir des actions d'évaluation de ce qui a été réalisé. Donc ça, quand on structure sa démarche, on veille à ce que sur chacun de ces items, on ait des pratiques qui viennent étayer la démarche. Et comme je l'ai dit, on a aussi besoin de pratiques de l'alignment de l'expérience patient. Et là, qu'est-ce qui joue? C'est l'application de la gouvernance. Le fait d'être capable de positionner le sujet de l'expérience patient à un niveau stratégique transversal. C'est pas un truc qu'on fait en plus, c'est un truc qu'on fait dans les ressources humaines, dans les finances, dans l'informatique. De l'expérience patient, il va y avoir partout. S'il doit être très concret, quand je dis dans les ressources humaines, des fois on me regarde avec des yeux ronds. Oui, on peut faire des entretiens annuels d'évaluation dans lesquels on a fixé des objectifs en début d'année, individuels et collectifs, qui portent sur comment être en relation avec les patients, comment participer à la démarche de l'établissement sur l'expérience. Et donc, oui, y compris sur le plan des ressources humaines, on peut avoir un enjeu expérience. C'est vraiment très de faire ça.
l'expérience des patients, on est à l'hôpital, on est dans des structures de santé, dans des structures médico-sociales, c'est pas tellement avec de l'argent qu'on en fait, on en fait surtout avec du temps. Alors, si on a de l'argent, c'est mieux, évidemment, on va savoir l'investir de manière à ce que l'expérience globale des usagers soit la meilleure possible. Mais on est dans un système où l'enjeu, c'est la relation, d'abord et avant tout. Et donc, ça veut dire être capable d'allouer du temps de différents personnels, du temps dédié, du temps intégré à ces démarches d'expérience faciale. Et si on ne donne pas ce temps, on ne peut pas obtenir dans la durée de bons résultats. Évidemment, il y a des enjeux de communication interne, de mobilisation, là encore, des équipes. Donc, tout cela, vous le voyez, ça forme un ensemble cohérent de pratiques qui sont complémentaires et qui permettent de faire progresser l'expérience patient au sein du structure. Alors, en préparant cette conférence avec David, avec son équipe, il disait, essaie d'être concret aussi, c'est de donner des exemples avant de les laisser repartir. Alors, je vous ai mis, je vais refuser qu'on a des mentions presque à sa fin déjà, donc je vais aller rapidement, mais j'ai mis des exemples très concrets, j'espère qu'on vous laissera, on vous permettra d'accéder sur ce diaporama. Alors, j'ai déjà parlé de la caméra embarquée dans le parcours chirurgical du patient, donc voilà, on décrit un petit peu comment faire. J'ai parlé de nos amis brancardiers. À l'hôpital Lariboisière, ils ont fait un truc que je trouve intéressant. Ils ont proposé au personnel de faire l'expérience eux-mêmes d'être brancardés dans l'établissement. Et je peux vous dire que les personnels qui l'ont fait ne voient plus tout à fait l'expérience du brancardage de la même façon. Ils ont à la fois changé d'idée sur ce qu'était le travail de leurs collègues, et ils ont aussi changé d'idée sur à quel point c'était anodin dans leur esprit d'aller d'un point A à un point B allongé dans un brancard. Et quand on y était soi-même, on mesure ce que c'est. On voit effectivement la situation de vulnérabilité dans laquelle on est quand on est trimballé dans un brancard, hein, encore pardonnez-moi l'expression. Donc voilà, le Vivavi là a bien fonctionné, pas dessus. Il y a quand même eu des gens qui ont des fonctions d'encadrement et qui ne sont pas tous les jours aux côtés des patients, peut-être même qui travaillent plutôt dans les secteurs administratifs ou à la pharmacie, où on n'a pas tous les jours des patients à l'école. Il y a quelque chose de très simple qui peut être fait, c'est, pardonnez-moi le terme américain, mais à la clinique, ils font ce qu'on appelle des mandates, c'est-à-dire, on s'annonce, hein, ce n'est pas des visites surprises, mais on va rencontrer des patients qui en charge dans l'établissement, tout simplement pour leur demander comment ils vivent leur prise en charge. Et pour notre conseil d'administration, il y a une personne très inspirante qui s'appelle Pauline Miezani, qui a travaillé au Québec, aujourd'hui elle est directrice générale de la Petite-Pierre. Elle est dans notre conseil d'administration, on a beaucoup de chance. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup pratiqué ça. Du haut de ses fonctions de directrice générale, un vendredi par mois, elle prend quelques heures de son temps pour aller dans le service, rencontrer des patients. Et là, c'est pas la même personne, c'est pas la même directrice générale avant qu'elle pratique ses rencontres régulières avec des patients et après l'avoir fait. Et donc je vous invite vraiment à expérimenter cette démarche. C'est pas très coûteux en France, c'est aussi pour ça que je la propose, et avec les patients. Demandez-leur comment ça se passe de leur point de vue. Et puis, c'est pas une opération dans laquelle vous allez expliquer, justifier des choses auprès des patients, vous allez simplement les écouter, vous dire comment ils vivent leur soins, qu'est-ce qui a été important pour eux, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé. Et puis pour partir là-dessus, voilà, enrichi de ce que les patients ont partagé, et surtout sans chercher à les convaincre que ça aurait dû se passer de telle ou telle manière. Au CHU de Rouen, ils ont fait aussi, ils avaient toute une aile d'un bâtiment à rénover, ils ont fait un hôpital de jour, ils auraient pu le faire comme ils ont toujours fait jusqu'ici, ils ont décidé de le faire avec des patients. Et ce qui a été marquant dans leur expérience, c'est que quand on fait des choix avec les patients, il y a des moments clés, il y a des moments où il se passe quelque chose. Et il y avait toute une réflexion sur un hôpital de jour dans lequel on ne revient jamais en arrière. Vous connaissez peut-être la logique HACCP en cuisine, hein, où il y a ce qu'on appelle la marche en avant. Ils ont essayé d'appliquer ça à leur hôpital de jour, où, vous le savez, hein, il y a une succession d'interventions, des consultations, etc. Et avec l'idée
qu'on progresse dans son parcours tout au long de la journée sans jamais revenir en arrière. Et pour ça, il a fallu mettre en place un principe de bloc de consultation médicale, mais sans que les médecins aient un numéro attitré, ce qui était a priori l'usage dans cet établissement. C'est parce que on a eu un échange dans lequel des patients étaient intégrés, que les médecins ont, alors qu'ils étaient plutôt sur une logique un bureau par médecin, avec leur nom écrit dessus de préférence, ils ont accepté le principe de cette marche en avant qui était incompatible avec un bureau attitré. Ça a l'intérêt aussi de faire avec, c'est ce que je voulais souligner dans cette démarche. Voilà, après il y a plein de choses qu'on peut faire. Au centre de lutte contre le cancer Léon Béral, ils ont expérimenté le tableau blanc en échange. C'est pas très douteux. Et ça permet de la communication asynchrone entre les familles et l'équipe de soins. Tout bête. Il y a des établissements qui forment leur personnel pour qu'ils puissent recruter un vivier d'anciens patients, qui peuvent ensuite mobiliser dans des démarches de focus group, les avoir avec vous quand vous posez des questions sur ce qu'on peut améliorer, changer dans votre organisation. Voilà. Et encore un autre qui a travaillé sur la communication écrite, donc tous les courriers qu'on envoie aux patients, mais relisez les courriers qu'on envoie aux patients. Vraiment, c'est édifiant parfois de voir le degré de complexité de ce qu'on dit dans un courrier à notre patient, que ce soit pour la préparation d'une intervention chirurgicale avec toutes sortes d'informations qui servent, sont indispensables, voire réglementaires, voire nous protègent, protègent l'établissement d'un risque éventuel juridique, et c'est sûrement pour ça que c'est fait. Mais la contrepartie, souvent, c'est une expérience pour l'usager, pour la personne, qui est très en difficulté face au vocabulaire employé, à la longueur des textes, au moment où ça leur est donné. Donc bref, réfléchir à tout ça, c'est vraiment ce papier. Voilà, donc l'expérience patient, évidemment, on le fait pour ou avec les patients, on le fait aussi parce que ça a une influence significative sur les équipes, et on le fait aussi parce que, à l'image de marque de l'établissement tout entier, on a des problèmes d'attractivité aujourd'hui, donc tout cela fait qu'on a tout intérêt à prendre l'expérience patient comme une opportunité. C'est pas quelque chose même si la certification des établissements de santé consacre maintenant un critère impératif à ce sujet, et c'est important, mais c'est pas la raison pour laquelle on peut s'intéresser à l'expérience des patients, en tout cas je l'espère. C'est parce que tout simplement c'est le cœur de votre mission en tant que structure de... Voilà. Et l'IFET, pour ça, j'en profite pour faire la promotion de notre organisation d'IFET, c'est 10 ans, à l'ère de service. On est là, on est un partenaire de confiance pour travailler avec les acteurs de santé, le ministère de la Santé, l'ordre de santé, avec l'idée d'apporter une contribution qui soit utile, la plus utile, accessible possible. Ce qu'il fait, c'est qu'on produit des études, comme le baromètre dont j'ai parlé, on forme, on accompagne, comme le CHU, et puis, comme je le fais ce matin, comme je le fais ce soir, on sensibilise, on informe, avec l'idée que tout cela va entraîner des dynamiques qui vont être vertueuses et que, on l'espère, demain, les patients soient mieux pris en charge. Et donc tout ça, vous pouvez le retrouver évidemment en parcourant l'Est Internet, tout ça vous pouvez vers en allant sur notre site. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi devenir membre de notre association, membre de l'IFET. Et vous avez à ce moment-là accès aussi à des webinaires mensuels, à des heures de coaching où les expertises sont proposées, une veille, toutes sortes de choses qu'on offre à notre communauté soudée de l'expérience patient. On se réunit donc chaque année à la journée annuelle de l'expérience patient, prochaine édition, le 16 juin 2026. Et il y a un petit code de réduction spéciale dédicace à Calissade. Si vous présentez le salle, vous aurez 20% de réduction pour la prochaine édition. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne suite de conférence. Merci beaucoup, Monsieur Coilly. Alors, j'ai vu que la salle s'est remplie entre-temps, donc je rappelle que vous avez commencé votre présentation avec des chiffres édifiants. Plus de 20 millions de personnes qui fréquentent les urgences par année en France, 433 000 nouveaux cas de cancer au national et 1600 en Martinique. Donc, des chiffres qui montrent que le sujet expérience patient est important. Expérience patient, justement, un sujet d'actualité chez nous, puisque le CHUV a eu la certification de la Haute Autorité de Santé cette année.
On va parler de leur expérience et des dispositifs mis en place qui leur ont permis d'être certifiés. Madame Chloé Saint-Ville, directrice qualité et gestion des risques dans les usagers et éthique du CHUM. Bonsoir à tous et à tous. Merci de l'invitation à Kelsan. Donc en fait, on a été sollicité pour commenter un tour d'expérience du CHU de la Martinique en matière d'expérience patient. Et en effet, c'est quand même important de le souligner. Le CHU de la Martinique, qui est un établissement jeune, date de 2013 quand même. Fusion de 3 établissements, a été certifié pour la première fois en 2025. C'est un gros travail qui a été mené avec toutes les équipes de la communauté hospitalière. Chacun a joué son rôle dans le cadre de la prise en charge des patients, et a pu le démontrer à cette occasion. Et la partie expérience patient, engagement patient a été un point fort qui a été mis en avant par les experts décideurs, notamment de par l'implication et l'intégration des représentants des usagers. Madame Peu qui fera aussi présentera le rôle de Transasso, qui est Ginelle Duchesne. Et donc, on se propose aujourd'hui de vous présenter un petit peu la démarche. Donc, l'expérience patient, c'est une vision, un engagement. Le volontarisme d'un agent du CHU, Madame Lynn Lefis, parce que je crois que je tiens à citer aujourd'hui et qui est malheureusement absente, qui a, dès 2022, porté cette démarche-là en venant voir Madame Magdeleine, qui est responsable qualité risque, et qui nous a poussé dans la démarche. C'est aussi une exigence de la certification HS. Alors, c'est pas tout, et on sait pourquoi on le fait, mais c'est quand même un levier. Même si les équipes nous reprochent souvent de faire les choses en dernière minute, mais c'est un levier qu'il faut utiliser comme un autre. Et c'est un engagement d'institution envers les patients et en lien avec les associations. Tout ça nous permet de structurer la démarche. Comme l'a dit M. Tmobi, c'est une démarche qui doit être structurée pour durer dans le temps. C'est une démarche qui a donc été initiée en 2022. Là, je vous ai présenté les jalons clés qui émaillent cette démarche-là. Donc, 2022, initiation de la démarche, intégration dans le projet qualité-risque du CHU, l'identification d'un référent expérience patiente adapté de TEPNIS. 2023, lancement des réunions de l'association du CHU. On avait beaucoup d'associations qui intervenaient au CHU, qu'on ne savait pas trop ce qu'elles faisaient. Donc, on a choisi de les réunir régulièrement pour avoir une visibilité, pour s'assurer aussi de ce qu'elles amenaient, de ce qu'elles proposaient aux patients, mais aussi pour leur donner surtout une visibilité pour les patients. On a pu formaliser un projet des usagers, projet à valeur du CHU. 2024, on maintient la dynamique avec une structuration de la démarche, je vais expliquer comment, une politique expérience patient. Toujours un renforcement de partenariat patient depuis 2025, la formalisation d'un projet d'accueil et de prise en charge des patients. Et puis l'initiation de la démarche de recueil de vécu de patients, notamment en lien avec l'IFEP. La formalisation de la vision, elle passe par là, parfois c'est itératif, mais ça permet d'imprimer la démarche dans le temps et de toujours se raccrocher à quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui se passent au établissement de santé, parfois beaucoup d'urgence, c'est toujours bon de se raboucher à quelque chose. Donc le projet qualité-risque, dans son axe 2, garantir et optimiser la mise en œuvre de la qualité, de la sécurité, des risques en impliquant les professionnels et les usagers. Un objectif, c'est instaurer une dynamique expérience patient. Un projet des usagers en 2023 avec et pour les usagers. C'est la première fois que le projet des usagers a été fait dans une démarche de co-construction avec NORU, avec les associations qui œuvrent au CHUM, et donc un reflet de la prise en compte de l'expression des usagers. Projet des usagers qui, dans son axe 2, renforcer le lien avec les associations des usagers, les représentants des usagers dans la vie institutionnelle, renforcer l'alliance thérapeutique notamment au travers du développement de l'expérience patient. Dans ce qu'on devrait être plus simple, s'assurer de l'intégration des associations des usagers dans la vie du CHU. Une politique expérience patient annuelle qui permet de cadencer justement ce projet des usagers, qui est RECON. Et donc la première politique qui a été proposée, 2024-2025. Là, vous avez une idée des objectifs.
et des actions qui ne sont pas exhaustives, mais objectif 1, structurer le déploiement de l'expérience patient, renforcer et développer de nouvelles modalités pour le recueil de l'expérience patient, habituer la communauté hospitalière et former à l'expérience patient. Donc, un engagement et une politique qui a été signée par le directeur général, par la coordonnatrice générale d'ESMO qui est présente, et par le président du CERN. Et là, ça renvoie ce que disait M. Pédy sur le portage institutionnel, l'engagement de la gouvernance. Un projet d'accueil en charge des patients, pareil, co-construit dans son partenariat qui a été renouvelé aussi à cette occasion-là. Vous avez listé des membres qui ont participé à la formatisation. Et donc, comme axe stratégique 1, pour s'occuper de la relation patient-soignant. Axe stratégique 2, améliorer l'accessibilité des prises en charge. Axe stratégique 3, favoriser une bonne coordination en organisation de prise en charge. Tout ça ne peut tenir que s'il y a un portail institutionnel, si on a des acteurs qui vont vivre cette démarche-là. Et donc, au niveau du CHU de la Martinique, c'est été porté, initié par le département qualité-risque, dont fait partie Mme Lepnis, qui sensibilise, promeut, pousse à la formation à l'expérience patient, évalue la satisfaction patient, le recueil de l'expérience patient, accompagne les services à la mise en œuvre, partenariat, action et parcours de soins. Un département droit des usagers qui est un point d'entrée au CHU dans la relation avec les usagers, pilote de la thématique du droit des usagers de la formation patient, traitant des plaintes avec la patient, garant de l'intégration des représentants des usagers et des associations dans la vie institutionnelle du CHU. Et puis, une cellule d'expérience patient qui est une mécanisation de la commission des usagers qui travaille, valide la politique expérience patient annuelle et contribue à l'évaluation, oppose et participe à la mise en œuvre des actions. Tout ça, ça nous amène vers une plus grande intégration entre droit des usagers et tout ce qui est démarche et département qualité-risque. Et on voit un peu le rôle de chacun ici, où vous avez le droit des usagers, des DU, qui va contribuer à l'intégration des RU, comme je vous ai expliqué, pas que dans les instances, mais dans les grands projets du CHU, des projets bâtimentaires, des projets d'innovation technologique, au bénéfice des patients, qui va contribuer à diffuser les témoignages des usagers, que ce soit en CDU ou auprès de certains services, et qui anime et qui s'assure de la réanimation de la réunion des associations, parce que parfois on s'engage sur des réunions, sur des animations, et puis la vie, les événements, les urgences font que ça ne se fait pas, et depuis 2023, ce sont des points forts qu'on tient systématiquement avec une déclinaison spécifique pour la filière oncologique, qui est assez fragile au niveau du CHU Martinique. La direction, le département qualité-risque, elle travaille sur tout ce qui est satisfaction, aide à la complétion des questionnaires auprès des patients, sensibilisation des équipes, l'intégration des RU dans les démarches qualité-risque. On a un SAS, et c'est des moments grave, on a un par ici, copie qualité-risque, des RU qui participent, et des RU aussi qui vont participer aux démarches d'évaluation interne. Donc, dans le cadre de la préparation de la liste de certification, on a des RU qui ont suivi des médecins dans le cadre des patients traceurs. Et puis, le déploiement de flux de signalement d'événements indésirables, patients qui ont cours là, d'être déployés. Un temps fort quand même, c'est l'intégration officielle à acte de nomination signé de sa présidente de la CDU et du directeur général, de l'intégration des RU dans nos instances. Là, je vous propose justement le petit focus cible expérience patient, qui est là des missions dont je vous ai parlé, qui est l'organe opérationnel avec l'expérience patient, rapporté à TID, avec une composition pluridisciplinaire des professionnels de santé volontaires, c'est un label à candidature, des représentants des usagers, des représentants d'associations, la référente bienfaitance du CHU, la responsable du département droit des usagers, moi-même, la coordonnatrice de l'excellence patient et puis des personnes extérieures qualifiées en AMI. Un petit focus sur la coordinatrice, donc comme ce que lui indique, il faut dégager du temps, avoir des gens qui s'en occupent. C'est vraiment important pour être en veille, pour recenser, évaluer, parce que l'expérience patient, en tout cas des démarches d'expérience patient, on a tous les jours dans vos établissements. Régulièrement, c'est juste pas au courant en fait. Pour voir. Donc, le fait d'avoir une coordonnatrice qui travaille sur cette thématique-là en transversale, ça nous a permis de recenser ce qui était déjà fait.
Et dans le cadre de la préparation à la certification, on s'est rendu compte que beaucoup de choses avaient déjà été faites. Et pas cela bannière expérience patient. Ça nous a permis de donner une visibilité, de valoriser les équipes qui s'étaient déjà engagées. Cette coordonnatrice, elle anime la thématique, elle se charge de l'animation de la cellule d'expérience patient, elle participe à la sensibilisation, à la formation des équipes, et elle organise le recueil et la mise en œuvre de l'expérience patient et accompagnement des équipes à la valorisation en action. Un petit bilan sur la période 2024-2025. Et on a eu des enquêtes, justement, professionnelles et usagers sur la perception de l'expérience patient, sur les démarches mises en œuvre. Ce n'est pas un vocabulaire qui est encore maîtrisé. Donc, il y a des démarches, les gens ne savent pas, comme je vous ai indiqué, que c'est de l'expérience patient. La formation, avec qui fait le 2 groupes, là, le deuxième groupe, ce sera la semaine prochaine, à la technique de l'entretien narratif. Une sensibilisation terrain auprès des équipes. La mise en place de groupes d'expression patient, comme le NSAPA, ou dans le cadre du déploiement pôle médical partagé de territoire sur la maladie chronique, la mise en place de focus group pour essayer de bien calibrer ce parcours patient à l'échelle territoriale. C'est la participation aussi du CHU au challenge AGES UFEP. On n'a pas été sélectionné, on a participé. Et puis de la communication, parce qu'il faut communiquer. Donc on a produit un journal de l'excellence, par exemple, qui a vocation à être diffusé de manière trimestrielle. Un flash qualité-risque qui brasse des thématiques qualité-risque, qui a traité à plusieurs reprises cette thématique d'expérience patient. La GDR Académie qui est notre outil pour le développement de la culture qualité-risque. Nous on a fait justement un IMADI en décembre 2024 de mémoire sur IMADI en situation de handicap, notamment avec des ERU et des associations, un livret expérience patient qui présente des partenariats déjà existants, un livret audit système engagement patient qui nous a servi de support pour nos discussions avec les experts visiteurs dans le cadre de certification, mais qui était aussi un formidable outil de diffusion en interne pour valoriser ce qui était fait. On a pensé comme ça. Et puis, une campagne en écran de veille qui fonctionne assez bien parce que parfois c'est difficile d'engager les professionnels à venir à ce type d'événement, à assister à des webinaires. Et bien, quand vous avez un écran de veille qui diffuse des informations, n'oubliez pas, il y a des messages quand même qui passent. Et puis la semaine sécurité patient, la semaine de la bientraitance, où on a poursuivi l'intégration plus des associations par rapport aux précédentes années. Des exemples de partenariats patients. Donc on a les programmes d'éducation thérapeutique avec des patients ressources, des projets de télésurveillance et des médecines en cardiologie, cancérologie qui sont maintenant bien installés et ils ont été mis en œuvre et accompagnés par des associations. Père et Danse, c'est l'association civique, et puis des projets impliquant les façons au niveau des services, projet ABOPAC des usages en appliqués nataux, le projet impression 3D en SPR, la participation des associations et des RU dans les corridors par exemple. La mise en place des portails patients UDI, et puis vous en avez parlé, le parcours GHI maladie chronique. Il y a eu des focus group, mais cette démarche-là a été faite aussi avec les associations de patients en porteurs de maladies chroniques. Le comité bientraitance, c'est aussi une instance qui participe à porter la voix des usagers. Donc on a des actions régulières dans un comité qui est pluridisciplinaire avec des médecins, des personnels de santé, des administratifs. On a des actions régulières sur la thématique sensibilisation, formation en simulation niveau de CESISMA, des passages récurrents de la référente bienfaitance auprès des services en finale des craintes et réclamations ou les FSEI. Et chaque année, une semaine de la bienfaitance avec une caravane qu'on se déplace sur les sites de le CHU Martinique, et puis un colloque. Et donc là, vous avez une illustration en 2025 où c'est vraiment une expression de l'engagement d'établissement à faire converger les besoins des patients et ceux des professionnels dans la thématique qui a été retenue, qui n'aurait pas été mon choix, je l'avoue, à chaque fois je le dis, et je remercie les collègues qui ont porté cette thématique-là, prendre soin de ceux qui soignent vers une culture partagée de la confiance. Et à cette occasion et dans ce colloque, on a pu avoir
des beaux témoignages aussi d'associations de patients et d'une patiente qui est patient ressource justement au niveau drépanocytose et sur son lit d'hôpital qui a choisi malgré tout de participer, a pu mettre en place une visio et qui a pu témoigner du parcours patient des patients souffrant de drépanocytose et qui alimente la réflexion sur les conditions de travail des agents et comment l'un et l'autre influencent le ressenti et le vécu. Les valeurs du CHUM, on en a parlé avant, permettront de faire vivre la démarche excellence patient. C'est un point d'ancrage encore. Les valeurs du CHUM sont le socle du projet d'établissement qui a été finalisé là en 2025. Et quand vous regardez, je ne vais pas lire parce qu'il y a assez longtemps, mais quand vous voyez ces valeurs qui ont été travaillées avec des professionnels du CHU, il y a eu un vote sur la sélection des valeurs, ça fait réconcilier la vision patient et la vision professionnelle. Quand on parle de professionnalisme, valeur fondatrice, ça traduit la défense de la communauté hospitalière, une démarche qualité, respectueuse et normes éthique et protocole de soins, la confidentialité des informations patients, l'intégrité et la dignité humaine dans les actes quotidiens sont des objectifs partagés et collectifs afin de concourir à un climat de fonction généralisé. Auteur du vivre ensemble. Et donc ça, on va continuer à le faire vivre. Et donc, par exemple, ces valeurs-là ont vocation dans notre prochaine politique qualité et conditions de travail à justement intégrer les évaluations des professionnels. Les enjeux à venir, donc puis le CHU est certifié, je veux que notre publicité, je rends copie, c'est quand même quelque chose, un temps fort à marquer. Et ça permet aussi, par rapport à tout le travail qui a été mené depuis 2022, de nous situer. C'est un intérêt pour vous aussi ce soir. Donc là, vous avez un petit peu une vision des résultats avec les critères qui correspondent à tout ce qui est globalement expérience patient et au point de fragilité. Globalement, on a eu des bons scores, donc c'est pour ça qu'on est certifié, mais il y a toujours des marges d'amélioration et des fragilités qu'on connaît. Donc le patient est informé, son implication est recherchée, on a un score de 91%, mais malgré tout, des éléments à travailler en matière d'expérience et d'expression de la satisfaction, avec un score de 68%. Donc, dans le cadre des patients traceurs, le patient qui a été interrogé, il n'a pas répondu, en tout cas pour lui, c'était pas franc que les professionnels recherchaient l'expression de sa satisfaction ou recherchaient à savoir comment il se sentait. Le patient reçoit une information claire et adaptée. Dans la majorité des cas, c'est fait, mais on a vu que sur certains secteurs, notamment interventionnels, c'est insuffisamment fait. S'agissant du chapitre 2, avec un score global aussi qui est bon, dans l'objectif 2.4, les équipes évaluent leurs pratiques, notamment au regard du suivi des résultats cliniques de leur patientèle. On a des points de fragilité. Les équipes améliorent leurs pratiques en se concentrant sur l'analyse de leurs résultats cliniques. C'est insuffisamment fait. Et donc ça renvoie notamment aux PRONS et comment le patient vit son parcours. Est-ce que pour lui, il y voit une amélioration de son état de santé ou une promesse d'amélioration. Les équipes améliorent leurs pratiques en se concentrant sur la satisfaction et l'expérience de leurs patients. 77%. Les cibles et insuffisamment score. Et les équipes améliorent leur pratique en analysant les événements indésirables associés aux soins qu'elles ont déclarés. 94% déterminent que les soins méconnus, mais l'ambition c'est à terme, on ne dit pas à 1 an ou à 2 ans, à 4 ans, donc c'est un petit peu raisonnable d'intégrer des patients à cette démarche. Chapitre 3, c'est l'établissement, c'est comment justement la gouvernance structure et permet de soutenir les démarches des équipes et l'engagement du patient. Donc là, pour nous, ça nous a permis de... Juste pour vous donner un exemple, en 2023, lors de la dernière visite, on était à 80%. Donc on a une augmentation de 15 points. Ça veut dire qu'il y a un gros travail de structuration qui a été fait, en 2 ans. Malgré tout, sur l'objectif 3.2, l'établissement favorise l'engagement des patients individuellement, un bon score de 97%. On a une fragilité sur la mobilisation de l'expertise des patients. Et ça, c'est quelque chose qu'on a
pas vraiment mis en place. Mais ça aussi, ça s'explique par le niveau de maturité du territoire parce qu'on ne peut pas le faire tout seul. Donc c'est une démarche qu'on doit maintenir, qu'on doit continuer à structurer, qui doit se renforcer dans le camp, parce que ça se construit dans le temps, en essayant de monter une arche petit à petit. Et donc les enjeux pour nous, c'est les enjeux de la certification. Malgré tout, c'est un moteur, c'est pas que ça, mais c'est un moteur. Et donc ça passe de critères avancés à critères impératifs. C'est pas seulement le recueil de la satisfaction, mais aussi de l'expérience patient et comment on l'exploite, on la diffuse et on l'intègre dans nos pratiques en tant que professionnels de santé. C'est l'amélioration du vécu du patient, c'est la convergence entre le vécu du patient et l'évité professionnel, ce qu'on a déjà commencé à évoquer dans le cadre du colloque Bien fait de France. C'est la coordination, visibilité des démarches, des services, la cohérence au sein, parce que certains services font des démarches, mais qui fonctionnent de manière isolée. On a un gros établissement qui est sur plusieurs sites. Et c'est important, du cas dans ce que je vous ai présenté en termes de formalisation, vous voyez qu'on a essayé de faire un maillage, que les actions des uns se répondent, et c'est ça qui permet de construire une base suffisante pour maintenir la démarche dans le temps. Elles sont en termes de ressources humaines. Nous, on a des difficultés au niveau du département Caestéris, 3D usagers. Et donc, maintenir ce type de démarche, ça demande du temps et de l'engagement, d'aller discuter avec les équipes. C'est pas toujours évident. La démarche, on l'a commencé en 2022. Et si on avait été en nombre en 2023, où on a la première visite, on aurait beaucoup avancé. Mais on a eu un professionnel qui était absent sur toute la démarche, on a pu se concentrer sur notre chose. C'est le temps dédié des RU. Alors même si je salue encore l'indication des représentants des usagers, c'est du bénévolat. Et donc à un moment donné, ils nous donnent déjà beaucoup de temps, mais ça a ses limites. Et vu ce qui est attendu, il va falloir qu'on trouve les moyens de fonctionner avec le temps imparti, mais qui est parfois sans trop peu par rapport au travail qui est à mener. C'est la volonté, la disponibilité aussi des associations. Donc quand on parle de mobiliser l'expertise patient, on a souhaité depuis le mois de juillet rencontrer les associations, parler de l'expertise patient, des ressources qu'ils ont à disposition pour construire un projet avec eux. Et malheureusement, cette réunion n'a pas pu encore se tenir. Donc ça a été une remarque d'un des experts visiteurs pendant la visite de certification. Mais on a dû m'expliquer, ça dépend aussi du niveau de maturité du territoire. Donc même si on sait qu'on doit aller vers là, que c'est une cible, on ne peut pas y aller sans les associations. Et donc ça, c'est des corporalités qui sont parfois différentes parce que les associations ont leur propre enjeu. Et non, là, c'était mobilisé entre septembre et octobre, mais octobre, pas de manifestation. Toujours pas de disponibilité. Et puis, c'est les bâtiments et les locaux, donc les lieux de rencontre entre patients et associations, entre patients et professionnels, et d'insécurité au CHU, parce que le bâti n'est pas toujours adéquat en fonction des sites. Et il y a peu d'espace où l'échange peut se faire. Bon, merci de votre attention. Merci. Merci pour cette présentation qui a mis en lumière l'importance de la mise en place d'un projet structuré pour prétendre à une certification, et au-delà de la certification, il est important de rester sur la bonne voie avec une liste de valeurs définies. Toujours demander au patient ce qui est important pour lui, c'est la méthode appliquée par la clinique de la Tour, et c'est l'un des sujets que Sabrina Bertin, qualiticienne, va nous présenter sur le groupe. Bonsoir à tous. Oui, ce soir. Merci pour l'invitation. Merci à Kakissan. Donc, Sabrina Bertin, qualiticienne depuis 10 ans à la clinique de la Tour. Donc, je fais partie d'une cellule qualité composée de 3 personnes, un responsable qualité qui est aussi CGRAS, une infirmière de tutorat qui s'occupe de l'intégration des nouveaux arrivants, et moi-même. Donc, la clinique de la Tour, pour ceux qui nous connaissent, on s'occupe de l'activité hospitalisation à domicile sur tout le territoire de la Martinique depuis 10 ans. Aujourd'hui, nous avons plus de 260 patients et à peu près 200 salariés.
Donc un petit point de contexte, hein. L'objectif de l'établissement est d'assurer une prise en charge globale de la personne, au-delà de la prise en charge du patient, en intégrant son parcours de vie, ses ressources personnelles et son ressenti. Nous sommes dans l'objectif de la valorisation de la parole. La parole des aidants fait partie intégrante de cette orientation. Donc ici, vous allez voir en fait notre structuration. Donc l'objectif est de décrire en fait le recueil de l'expérience patient autour de la construction du projet personnalisé de soins. Cette démarche est institutionnelle, hein, comme vous pouvez le voir, et du coup, elle vise à mieux comprendre ce qui est important pour le patient. Le schéma constitue l'architecture centrale du dispositif. Il rassemble l'ensemble des modalités de recueil pour offrir une vision complète et fiable de l'expérience patient. Plusieurs chartes structurent cette approche, dont la charte bientraitance, la charte RPP et la charte Habit. La charte RPP, donc les réunions pluriprofessionnelles, qui permet de garantir la coordination interdisciplinaire. La charte est un support de préparation qui permet de structurer les échanges et d'anticiper les besoins. Notre charte Habit, comme on tend à le dire, habiter le soin, définit notre culture du soin autour de 5 piliers: l'hygiène, l'accompagnement, la bientraitance, l'information et le territoire. En tant que professionnels, nous devons ajuster en permanence nos actions aux besoins et attentes du patient, dans une logique de partenariat soignant-soigné. Concrètement, cela implique promouvoir l'hygiène, notamment l'hygiène des mains, donc l'éducation et le rappel des bonnes pratiques. Accompagner le patient en évaluant chaque jour son état, ses besoins, ses attentes, en l'encourageant à son autonomie dans les actes d'autres soins. Assurer la bientraitance à travers une attitude respectueuse. Garantir une information continue. Sécuriser le parcours de soins en vérifiant les consultations. La charte Habit nous engage à offrir un accompagnement structuré, cohérent et humain, auprès du parcours et de la réalité de chaque patient. Alors, pour information, chaque professionnel qui intègre la clinique de la Tour prend connaissance de cette charte Habit et signe le document pour l'avoir reçu et bien intégré. Ce sont des piliers fondamentaux du projet de soins personnalisés. Elle structure la prise en charge pluridisciplinaire en impliquant le patient autant que possible et son entourage. 2 finalités essentielles: impliquer le patient en intégrant ses besoins, ses attentes et priorités, et guider l'action soignante autour de l'objectif pertinent, partagé et une lisibilité de tous. Donc, pour faciliter la lecture de notre projet personnalisé de soins, nous avons confectionné un FAQ avec 4 temps, 4 points. Qu'est-ce qui est important pour vous? Donc, on recueille des attentes du patient. J'identifie les risques en deuxième temps. Ensuite, je définis les objectifs partagés. Et pour finir, j'informe le patient et son entourage pour recueillir son consentement au projet de soins personnalisés. Donc, dans le cadre de l'évaluation continue de la qualité, nous avons effectué des évaluations sur notre process. Donc, comme vous pouvez le constater, nous avons réalisé 5 patients traceurs, donc qui définissent un outil pragmatique, formateur et fédérateur. Les patients traceurs impliquent les professionnels. Donc, ils observent par eux-mêmes leurs points de fragilité. Le principal axe d'amélioration concerne l'identification et la formalisation des besoins et attentes des patients. Pour exemple, lors d'un patient traceur, nous avons interrogé le patient en lui disant « Qu'est-ce qui est important pour vous ?» Les énoncés qu'il nous a émis n'étaient pas inscrits dans le dossier du patient.
Donc c'est un point de fragilité. Et l'équipe nous a répondu, oui, on lui a posé la question, mais on n'a pas tracé dans le dossier. Voilà un petit peu le travail de l'expérience patient-traceur en équipe. Nous avons également réalisé un audit sur ce projet de soins personnalisés, sur la traçabilité effective dans le dossier. Et comme vous pouvez le constater, les besoins et attentes du patient sont peu identifiés. On a un point de fragilité à 35%. Donc, nos modalités de recueil pour l'expérience patient au sein de la clinique, nous avons les visites à domicile. Donc, au sein de la cellule, nous sommes organisés pour pouvoir effectuer des visites 2 fois par mois. Nous remettons systématiquement le questionnaire de satisfaction dans les dossiers d'admission, mais également lors des visites. Nous avons également les visites effectuées par les représentants des usagers, puisqu'ils sont impliqués pleinement dans notre organisation. Les représentants des usagers, accompagnés d'un GALM, seront au domicile des patients pour pouvoir échanger avec eux sur leur satisfaction et leur ressenti de certains patients. Donc ceux qui peuvent communiquer essentiellement. Et si ce n'est pas le cas, on peut aussi intégrer les dents, parce que les dents ont une grande place aussi dans l'expérience du patient. Donc, dans cette expérience, je suis moi-même engagée. On prend notre petite voiture, on demande l'autorisation au patient de le visiter et on passe un moment avec lui. Et ce moment d'échange est très riche, à la fois pour le professionnel, mais aussi pour le patient. J'en ai des frissons. Parce qu'en fait, la simple question « qu'est-ce qui est important pour vous ?», on est souvent surpris que ce n'est pas son état de santé qui le préoccupe essentiellement. Donc, dans l'optique de l'amélioration, nous avons constitué également un questionnaire format PROMS que nous allons développer. Donc, il n'est pas encore déployé puisqu'il doit être transmis et vécu par les professionnels de santé eux-mêmes. Donc, sur les questions primordiales concernant le vécu du patient sur sa qualité de vie et son retour sur sa santé. Nous avons développé également un questionnaire à destination des aidants. Nous savons tous que les situations sont un petit peu compliquées, on n'a pas beaucoup de patients qui communiquent, et c'est essentiellement les aidants en fait qui vivent la prise en charge. Donc nous sommes en partenariat avec l'association des aidants de la Martinique, et qui ont validé avec nous ce questionnaire, qui a été conçu sur trois fondamentaux de la HAS. Donc en premier temps, la satisfaction globale, donc le côté PREMS. En deuxième temps, son implication, donc la méthode PROMS. Et ensuite, bien sûr, son état de santé. Puisqu'on se rend compte aussi bien souvent que l'aidant est aussi fatigué que le patient, parce que ça demande beaucoup d'investissement. Donc l'expérience patient n'est pas que le patient qui vit ses soins, mais aussi l'aidant qui vit la prise en charge au quotidien. Nous avons également prévu de développer, donc incessamment sous peu, de faire participer les médecins traitants, qui sont pivots aussi de la prise en charge, sachant que dans notre projet personnalisé de soins, tous les professionnels sont impliqués, et eux aussi, dans cette prise en charge en HALU. Donc voilà, avec le courrier qui accompagne le CRH du patient, nous allons intégrer de façon systématique ce questionnaire pour les médecins traitants. Donc, une organisation solide pour une nécessité d'améliorer en fait le recueil de l'expérience patient au sein de la structure, le recueil du projet de soins personnalisés et l'implication de tous les acteurs, la poursuite du développement de notre organisation qui inclut les médecins traitants comme je l'ai dit précédemment et la participation active des aidants. Je vous remercie de votre attention. Bravo.
Dans la conclusion, vous avez mis en lumière l'expérience patient implique le patient, mais pas que, il y a également les gens. Allez, on va parler maintenant des usagers partenaires. Comment France Asso Santé, qui regroupe près d'une centaine d'associations nationales militant pour les droits des patients et des usagers, soutient la mise en œuvre de l'expérience patient. On va voir ça avec Marie-Noëlle Claude, vice-présidente de France Asso Santé Martinique. Merci, sous vos applaudissements. Je suis court, cette fois-ci. Alors, je suis donc Marie-Noëlle Claude, vice-présidente de France Asso Santé. Je vais commencer par me présenter France Asso Santé. C'est une association qui est un intercollectif associatif, puisqu'elle regroupe effectivement, comme Ando disait, une centaine au niveau national, une centaine d'associations agréées du système de santé. Sur la Martinique, donc nous sommes une délégation, et sur la Martinique, nous avons à peu près 16 associations agréées du système de santé et encore entre 5 et 6 qui sont membres associés. Voilà. Donc l'agrément du système de santé, c'est une démarche qui est assez importante pour les associations, de manière à ce qu'elles puissent participer pleinement à la démocratie en santé et surtout proposer plutôt des membres de leur association, afin qu'ils puissent être nommés par l'ARS représentants des usagers. Alors, comment France Asso Santé soutient cette mise en œuvre expérience patient? France Asso Santé a pour mission de porter la voix des usagers, la voix de OIX, puisque un des premiers droits fondamentaux des usagers, c'est pouvoir s'exprimer, pouvoir dire comment il vit son soin, son parcours, etc. Mais également la voix VOIE des usagers, puisque nous sommes de plus en plus dans une démarche de parcours et il est important de pouvoir vraiment identifier chacune des étapes de manière à ce qu'il n'y ait pas de rupture dans son parcours. Alors, les usagers ils doivent être partenaires, c'est effectivement un levier pour l'expérience patient, puisque l'usager du système de santé, qui est vous, moi, chacun d'entre nous, a souvent été considéré comme étant un objet, on va dire. On va soigner une pathologie, on va soigner un numéro de chambre, je caricature, mais pas tant que ça. Et aujourd'hui, on est vraiment passé vraiment de l'objet au sujet de son parcours, et donc on est vraiment dans une démarche pour l'usager doit être partenaire de son parcours du soin. Donc l'expérience patient, ce n'est pas seulement la qualité technique des soins, mais c'est aussi donc l'ensemble, comme on dit, tu connais ces choses, c'est vraiment l'ensemble donc, des perceptions vécues par la personne tout au long de son parcours. Et là, c'est à la fois la bienveillance des uns et des autres acteurs du parcours, mais c'est surtout un axe fondamental donc, de la bientraitance. Donc, je vais déjà dire que la mission de France Asso Santé, c'est de porter la voix collective des usagers, mais surtout notre conviction qui est vraiment le fil conducteur de l'ensemble de nos actions, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'amélioration dans le rencontre sans la perspective même du patient. Donc, sur nos sens. Donc, très souvent, on a constaté effectivement qu'il existait donc, une dissonance entre l'excellence clinique, donc le soin fait, le soin technique vraiment, qui est la thérapeutique, on va dire, et l'expérience vécue, donc le soin reçu. Et le delta peut être parfois extrêmement important. Donc, ce qui nous a permis de nourrir, on va dire, cette réflexion et de pouvoir définir les axes de travail que nous avons à France Asso, c'est en tout cas sur le territoire, les enquêtes qui sont menées par France Asso au national et comme déclinant autant que faire se peut sur nos différents territoires, et puis les rapports des CDU qui sont faits chaque année, donc les CDU, Commission des usagers, qui sont faits chaque année et qui sont remontés
à la REPRES et à la CRST. Donc en termes de données chiffrées, donc chaque année, comme je vous dis, il y a une enquête qui est transmise donc, aux différents établissements par l'ARS. Et sur le dernier rapport, donc sur l'année 2024, il a montré que plus de 90% des établissements déclarent donc disposer d'un dispositif d'information, hein, comme Madame Savine nous l'a indiqué tout à l'heure, mais le delta justement qu'elle a fait remonter, il est souvent expliqué par le fait que les patients, ils révèlent que l'information qui leur est délivrée, elle est très souvent faite par le médecin médical et qu'elle n'est pas toujours comprise ou adaptée. Le patient doit avoir une information loyale, éclairée, et pour cela, il faut, autant que faire se peut, adapter son langage de manière à ce que le patient puisse être dans une compréhension claire et parfaite de ce qui se passe pour lui. Et c'est en cela que c'est la première marche, on va dire, sur le bien fondé de son parcours et comment il passe l'appliquer et faire en sorte qu'il puisse être un réel acteur dans le cadre de ce parcours. Sur le plan qualitatif, alors au niveau des enquêtes, il y a pas mal de remontées, toujours régulières, surtout au niveau du quotidien. On sait que l'environnement du patient est très important pour le fait que le soin puisse être le plus réussi possible. Et encore trop souvent, au niveau des CDU, c'est assez majoritaire en fait, ça concerne donc des éléments basiques, qui est mouvement, qui est la télévision, la wifi gratuite, la présence de ventilateur ou de climatiseur dans la chambre. Le fait de ne pas se sentir à l'aise dans sa chambre fait que le soin devient pénible en fait. Et ils ont envie de partir, c'est pas du tout ça. Et comme vous disiez tout à l'heure, c'est pas forcément sur le plan de la santé qu'on a, sur le soin technique qu'on a des retours, c'est j'ai chaud, je suis pas bien, j'ai envie de voir ma famille. Voilà, des choses qui leur importent parce que c'est ce qui les soutiennent aussi, et c'est ce qui les soutient du moralement, et c'est vraiment un élément clé dans la réussite du soin. Et bien évidemment, tous ces éléments-là, lorsqu'ils manquent, ça crée des lectures majeures dans le ressenti et dans le vécu, et forcément, ça s'en ressent sur les chiffres et sur les résultats donc, que nous avons dans les certifications, l'évaluation, etc. Les trois défis de l'expérience patient, c'est quoi? C'est vraiment ce que je disais, donc l'information, une information vraiment claire et livrée. Le patient doit vraiment comprendre ce parcours de soins. Tout cela donc dans une coordination aussi, alors ça c'est quelque chose qui est très présent sur notre territoire, parce que quand on parle de coordination de parcours et d'éviter les ruptures de parcours, ça c'est aussi, ça a vraiment un impact, on va dire, sur le soin, donc ça c'est vraiment un ressenti parce que ça génère des angoisses, etc. pour les personnes au nom de la sortie. Et une humanité aussi parce que c'est une reconnaissance pour toute la personne dans sa globalité. Le rôle des représentants des usagers, il est très important. Alors, France Santé a une de nos missions, c'est de former les représentants des usagers. Nous pour tout ce qui est appel à candidature auprès des associations et après donc il y a des temps obligatoires puis fortement conseillés pour pouvoir accompagner donc tous les représentants des usagers dans les établissements de santé. Et donc son rôle est de plus en plus prégnant, comme vous avez pu le constater dans les présentations précédentes. Et il évolue donc en passant donc l'approche qui relevait essentiellement de la collecte des plaintes et des réclamations à une approche qui est plus partenariale et constructive, puisque nous sommes de plus en plus impliqués dans les démarches qualité et l'amélioration continue de la qualité des différents établissements. Le soutien méthodologique à France Santé, c'est donc pas uniquement, comme je disais tout à l'heure, de porter la voix VOX et donc de dénoncer certains dysfonctionnements, mais nous formons et nous outillons réellement les représentants des usagers ainsi que des établissements, donc par extension,
pour transformer la perception en action. Alors, à la fois sur des formations, on va dire, purement techniques, hein, sur le circuit de la plainte, quelque chose de présent, mais aussi sur la qualité d'écoute, par exemple. On a aussi, donc ça c'est au niveau national et ça se décline effectivement sur les différentes délégations. On a conçu donc un référentiel spécifiquement pour que l'expérience patient puisse être vraiment bien comprise par les représentations des usagers, les représentants des usagers, pardon. Et donc avec des actions majeures, puisque c'est s'engager donc pour l'expérience patient avec les lignes directrices, donc avec un véritable guide pour les expériences patients pour eux, et aussi d'encourager donc l'utilisation des outils de mesure qui sont centrés sur le vécu, donc on parlait tout à l'heure, notamment les enquêtes, et puis les parents-traceurs et patients-traceurs. Donc pas pour... Désolée, j'ai accéléré, oui, parce que bon, on a un petit temps de questions-réponses juste après. Le retour, ça va pas le faire. Voilà, Panda. En tout cas, je vous ai mis quelques extraits en tout cas de ce guide que vous pourrez retrouver sur l'extranet de France Asso Santé. Et donc, Madame Bossal, il a parlé tout à l'heure du projet des usagers, donc vous avez bien compris que c'était une pierre angulaire, effectivement, du déploiement d'expérience patient, et donc qui est fortement recommandé, on va dire, dans chacun des établissements. Et en perspective, donc, c'est l'intégration vraiment du patient, de l'ancien patient, donc avec des patients experts, situation de occupation, etc., pour pouvoir faire vraiment du patient partenaire. Et le représentant des usagers, on est le premier pas. Et surtout, je vous encourage à ne pas limiter les représentants des usagers de vos structures à l'unique CDI, mais bien évidemment de les inviter dans tous les groupes de travail, les différentes instances de vos établissements, de manière à ce que cette voix des usagers soit entendue à tous les niveaux. Et donc, faire de l'usager un partenaire, ce n'est pas ce contrat réglementaire, c'est la seule voie pour garantir les soins de qualité juste et surtout véritablement humain. Donc voilà, ensemble, passons de la perception. Allez, voilà, tout à des lieux de sujet expérience patient, ce qui se fait déjà, ce sur quoi les établissements travaillent. Parlons maintenant de l'avenir. Quelles sont les nouvelles exigences de la Haute Autorité de Santé sur l'expérience patient? C'est ce que nous allons voir avec Stélie Sabi, ingénieure qualité et gestion des risques à Calissan 972. Je vous applaudis. Bonsoir à tous. Alors, je vais être extrêmement courte. Donc, ça, vous allez pouvoir vite de votre vendredi après-midi, de votre week-end. Alors, de toute façon, vous allez retrouver les diapositives sur le site internet. Je vais vous partage les éléments clés. On fait ça en 2 minutes chrono. Alors, la prise en compte de l'expérience patient dans la nouvelle procédure de certification HAS vers de nouvelles exigences. Alors, comme vous le savez, la certification est une procédure indépendante d'évaluation obligatoire de la qualité et sécurité des soins dans les établissements de santé publics et privés. En 2020, il y a une modification majeure qui s'est opérée au niveau du référentiel, même si on retrouve toujours l'idée qu'on a à l'échelle de la certification, ce fameux macaron, donc avec un établissement certifié avec mention, certifié ou bien sous condition ou non certifié. Pour rappel, les licitations publiques sur Ketscope pouvez y avoir accès librement et sur le site de la HAS. Alors, le référentiel comporte 3 chapitres. Donc, le chapitre 1 basé sur le patient, le chapitre 2 sur les équipes de soins, le chapitre 3 établissements de santé. Ce référentiel est très détaillé, très instructif. Vous pouvez le retrouver sur le site de la HAS, encore une fois. Alors, on a des critères dits impératifs, standards et avancés. Donc, au niveau des critères impératifs, on en retrouve 21. Et donc, on va aller voir juste après. Donc, on ne va pas s'attarder sur cette diapositive, juste pour vous dire qu'on est entré dans un 6e cycle de la certification, avec notamment comme grand axe, faire des patients des partenaires à part entière. Donc, ça, c'est vraiment une volonté de la HAS. Donc,
les objectifs du référentiel, on va surtout parler de l'objectif de l'implication des patients et de leurs représentants dans la vie de l'établissement. Et on a un critère impératif qui est un critère avancé avant, donc dans le 5e cycle, qui est maintenant un critère impératif. La satisfaction et l'expérience du patient sont prises en compte. Donc ça, c'est vraiment un critère incontournable et fondamental à ce jour. Alors, je base cette diapo sur une fiche pédagogique de la HAS qui s'intitule « L'évaluation de l'engagement des patients, des usagers en établissement de santé selon le référentiel » qui justement reprend les exigences selon le 6e cycle. Donc je ne vais pas vous détailler plus les diapos parce que c'est vraiment tiré de ce guide. Donc, vous avez de la chance, si vous consultez le guide, vous allez pouvoir trouver les éléments clés et même plus encore. Mais quand même, on va noter que pour prendre en compte l'expérience patient, on a 5 axes. Promouvoir l'engagement individuel et collectif, faciliter l'engagement individuel et collectif, faciliter l'engagement des proches et des aidants, mobiliser l'expertise des patients, suivre et exploiter les résultats. Donc, je vous laisserai consulter les diapos et le guide. Donc, on va quand même juste citer qu'on parle notamment d'information aux patients, formation des professionnels, etc. On parle aussi de recueillir le point de vue des patients. On l'a vu notamment selon les conférences avec les questionnaires, notamment ISATIS, les questionnaires PREMS et PROMS. On a la personne de confiance et la personne à prévenir qui sont importantes dans la prise en charge du patient. On a le fait de mobiliser l'expertise des patients avec des patients particuliers et des patients ressources. On en a parlé avec le retour d'expérience notamment. Et enfin, suivre et tracer les résultats, donc les questionnaires, l'analyse des résultats, et prendre en compte aussi le retour des patients quand on analyse les événements indésirables notamment. Alors, pour aller plus loin, vous avez donc le fameux guide sur lequel on a basé notre présentation, qui est très intéressant, très complet. Vous avez aussi un guide soutenir et encourager l'engagement des usagers dans les secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires. Donc, on ne parle pas que du sanitaire quand on parle d'expérience patient. Vous avez une version détaillée, une version synthétisée. Et vous avez toutes ces ressources qui sont aussi très, très intéressantes à consulter. Je vous remercie de votre attention. On va faire un court temps de questions-réponses. Qui se lance? Alors, elle est testée, mais j'aimerais poser une question à la directrice qualité du CHU, à Chloé. On a entendu récemment parler donc des problèmes aux urgences, des patients qui attendent quelques heures, pour ne pas dire plus, sur des brancards. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez réussi à mesurer dans l'expérience patient? Parce que bon, voilà, on a vu les résultats de certification qui sont plutôt positifs et ça rassure, c'est encourageant. Mais quand on vient en Martinique, on entend beaucoup parler de l'expérience patient, parfois au CHU. Et est-ce que du coup, vos travaux, vos évaluations traduisent ce qu'on entend dans la société civile? Alors, il y a plusieurs questions. Sur la partie des urgences, ce n'est pas encore quelque chose qu'on mesure en termes d'expérience patient. On va le faire au travers des outils qu'on a déjà par rapport à tout ce qui est plaintes et réclamations. Et au travers des plaintes et des réclamations ou des EI, on retourne vers les équipes. Et donc régulièrement, notamment en lien avec les représentants des usagers, on a des réunions avec l'encadrement du service des urgences ou avec les équipes pour lire des plaintes ou évoquer des situations dans des plaintes. Maintenant, on a des projets, là un projet qui va se déployer avec un outil qui s'appelle Follow Me, qui a déjà été déployé dans d'autres établissements dans l'Hexagone et qui permet de donner une information basique aux patients sur son parcours de soins au niveau des urgences, qui répond à une partie de l'angoisse, qui permet de partager là où l'on est de son parcours avec sa personne de confiance et qui va permettre du coup de travailler sur la relation soignant-soigné, notamment parce qu'au niveau des urgences, même si ce n'est pas tout à fait calé, on a des agents de guérison, des anciens paramédicaux qui ne sont plus en capacité de travailler, mais qui iront auprès des patients pour travailler sur l'aspect relationnel et sur la formation aux familles. Donc on essaye de structurer cette réponse-là.
Et ensuite, sur la deuxième question, sur les expériences, justement, on a peu de retours des patients, donc on travaille beaucoup sur l'information des usagers au sens large, au travers des associations et au travers des RU, parce que beaucoup de gens se plaignent, mais c'est peu formalisé, on a peu de retours. Et donc, du coup, on travaille sur des on-dit. Et c'est compliqué quand même d'aller vers les équipes, vers des professionnels de santé pour dire oui, on m'a dit que, etc. On a vraiment besoin de témoignages pour pouvoir discuter avec les professionnels de la qualité des prises en charge. Donc, on en a de plus en plus. Cette année, on va dépasser notre top de plaintes et réclamations. Et on le voit comme une bonne chose, comme le travail qui a été fait de construction et d'information auprès du grand public. Et c'est en ce sens aussi qu'on a développé cette file d'événements indésirables patients, notamment en discussion avec les RU, qui est en cours de déploiement, pour que la relation patient puisse être apaisée avant la sortie du patient. Parce que quand on reçoit un courrier de plainte et réclamation, c'est, bon, à part les cas spécifiques, notamment lors des prises en charge aux urgences et les familles qui sont en difficulté, c'est des retours 3 mois, 4 mois, 6 mois après. Et alors que globalement la majorité des courriers, c'est le manque d'informations, la mauvaise compréhension d'informations sur la prise en charge. Les choses pourraient être réglées directement au CODECO. Merci. Autre question? Bonsoir, merci à tous pour la présentation de cette présentation. Alors j'ai une question pour la première présentation. En fait, je pense en tant que praticien hospitalier, on a tous plus ou moins conscience qu'on n'est pas très beaux communicants depuis qu'on puisse une dizaine d'années. Et en votre présentation, on a dit que vous collaboriez avec les ministères. Est-ce que c'est des choses qui sont remontées pour mettre des formations que nos futurs médecins, les futurs collègues auraient essayé justement d'améliorer cette communication avec le patient. Parce qu'on est très technique, c'est vrai, et on n'est pas souvent compris, et on sait que les patients n'osent pas nous dire en quoi il ne faut pas se faire des déplacements dans le ciel. Merci de votre question. Effectivement, c'est un sujet, la formation continue des personnels qui se trouvent en face des patients, c'est un sujet clé. La formation initiale aussi d'ailleurs. On a une tendance, et c'est très français, les anglo-saxons trouvent un meilleur équilibre que nous, je trouve, entre l'intégration de la communication et des sciences humaines en général dans les formations. Nous, on a une tendance à mettre la technique avant l'aspect relationnel. Donc oui, je pense que c'est quelque chose qui est identifié. Maintenant, faire bouger les maquettes de formation des personnels de santé, c'est extrêmement compliqué. Il y a quand même quelques expériences. Moi, j'ai été partie prenante d'une initiative à l'Université de médecine de Lyon où les étudiants de 3e année allaient au domicile des patients pour de malades chroniques, pour examiner un peu ce qu'étaient leurs conditions de vie. Donc, ils pouvaient échanger avec eux, être le témoin de certaines des difficultés qu'ils rencontraient. Et c'était donc l'initiative d'un professeur, un seul, de sciences humaines, et qui poussait effectivement pour que la formation intègre davantage à la fois des enjeux de communication et de relations, mais aussi une meilleure compréhension, une meilleure analyse du vécu des patients au-delà de la prescription. Maintenant, il est clair qu'aujourd'hui, il y a un énorme sujet devant nous de comment on fait avec l'ensemble des professionnels de santé, pas seulement les médecins, et comment on peut intégrer cette dimension-là. Moi, je pense qu'il y a aussi des choses qui peuvent se faire de façon assez légère en formation continue et qui permettent de sensibiliser à ces enjeux de communication. Et juste pour finir, pour pas être trop long, on a en 2023 sur le site de l'IFEP publié des petites vidéos autour de l'annonce, parce que l'annonce d'une maladie grave, c'est quelque chose qui est délicat, pour lequel souvent les personnels ne sont pas toujours bien préparés.
Elles peuvent avoir parfois suivi des formations, mais pas forcément des formations dans lesquelles il y a des mises en situation. Et c'est clé, en fait, les simulations, les mises en situation sont véritablement les méthodes pédagogiques qui font leur preuve, et c'est vraiment vers ça que j'ai envie de vous projet des projets cyber. Autre question? Encore? Une deuxième question. On a encore 5 minutes. Alors celle-ci, c'est pour la clinique de la Tour. Alors j'avoue, j'étais un peu impressionnée. Et je voulais savoir, cette démarche que vous faites pour allaiter les patients, c'est à peu près à quelle fréquence? Alors, en fait, au niveau de la cellule qualité, nous avons fait plus 2 fois par mois, qu'une fois par mois. Il n'est pas lumineux? Donc en fait, nous avons un calendrier de visites, déjà pour la cellule qualité, donc de 2 visites par mois à domicile. Et pour les représentements des usagers, c'est 1 visite par mois. Donc, Ça veut dire une visite de un patient ou une visite? alors par visite, on peut aller jusqu'à 4 patients maximum. En général, c'est 3, parce qu'il y a la distance en fait. Et en général, on visite des patients en matinée, puisque la VDD, c'est pas forcément commode. On va échanger avec des patients. Et les représentants des usagers, donc comme je disais, c'est 1 fois par mois en bouffant. Ils sont 2 à le faire. Donc c'est vrai qu'on manque de représentants des usagers pour pouvoir réaliser l'exercice, hein, parce que c'est un exercice qui est quand même enrichissant et gratifiant aussi, à la fois pour le patient, mais aussi pour les professionnels, quand ils posent les questions quand on a un retour de patient qui dit je suis content du médecin qui est passé de voir, enfin voilà. Du coup, on aimerait avoir davantage de gestation ici. Comme pour le CHU, on a aussi cette problématique de RH. Autre question? Eh bien, on va passer à la conclusion avec monsieur. Oui. Juste faire quoi? Je voudrais juste faire une observation, voilà. Bon, d'idée d'un futur dirigeant plus sur les défis sociaux, j'entends beaucoup parler de l'expérience passée. J'aurais bien aimé aussi parler de l'expérience personne accompagnée à la démarche qualité. Voilà. Faire le lien entre la culture sanitaire et la culture médico-sociale. On a beaucoup entendu parler, hein, d'intégrer la vision et la participation du patient dans son projet de soins personnalisés. Et que chaque bébé a besoin d'accompagner au sein de la structure médico-sociale, au sein des débats, dans la structure de ce projet de vie, dans la participation de la vie institutionnelle et puis la participation en les visions de projets institutionnels et intégrer son autodétermination dans justement la dynamique d'établissement, dans l'interaction usager et gouvernance et application des professionnels de santé. Voilà. Alors, c'est vrai que nous avions prévu de vous présenter donc le point, l'accompagnement de Kalisan sur les critères impératifs, mais je souhaitais, avant, faire une intervention pour dire que il est vrai que l'on parle de l'expérience patient, et donc c'est souvent présenté sous l'angle sanitaire, mais le médico-social est tout autant concerné parce qu'on parle bien de démocratie sanitaire, avec une place de plus en plus importante qui est attendue par les autorités de la part des représentants des usagers, de l'usager dans les structures, qu'elles soient sanitaires ou médico-sociales. Et on le retrouve hein, dans l'évaluation HAS des établissements médico-sociaux. Un établissement qui va déployer une démarche qualité mais qui ne va pas développer, qui ne va pas faire vivre son conseil de vie sociale, qui ne va pas informer les représentants des usagers, donc cette instance
de ce qui se passe, qui ne va pas l'associer à son projet d'établissement, à l'élaboration de son projet d'établissement, à l'élaboration du règlement de fonctionnement, qui ne va pas l'informer de ce qui se passe en matière d'événements indésirables, de plaintes et réclamations, cet établissement-là, il ne va pas valider ces critères impératifs. Donc, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que c'est déjà pris en compte. C'est déjà pris en compte dans le cadre de l'évaluation du référentiel HAS pour les établissements médico-sociaux. Parce que ce référentiel est sorti, il est vrai, après les référentiels sanitaires. Donc ça a été intégré. C'est vrai, on parle plus souvent de participation de l'usager que d'expérience personne accompagnée. Est-ce que vous comprenez? Oui, c'est-à-dire dans la sémantique, voilà. Je comprends. Mais en fait, il faut vous dire aussi qu'il s'agissait là du premier référentiel lancé par la haute autorité pour les établissements médico-sociaux. Et on voit bien qu'il y a un rapprochement qui est fait entre le sanitaire et le médico-social sur la certification et l'évaluation. Donc il est probable que sur la prochaine version de l'évaluation, que l'on ait cette notion qui soit clairement exprimée dans le prochain référentiel. Voilà. Bien, monsieur le directeur, oui. Alors, je voudrais juste vous préciser quand même, effectivement, alors c'est vrai que tout à l'heure j'ai présenté l'enquête ARS sur avec les remontées au niveau des commissions des usagers, mais en fait cette enquête, elle est dédiée également aux établissements médico-sociaux, et donc la CSDU, je m'honore de présider, donc la commission spécialisée droit des usagers de la CRSA, élabore son rapport annuel par rapport à ça et fait des préconisations et des recommandations à la fois donc pour les patients mais également pour les personnes accompagnées. Et cette année, l'année prochaine, nous avons l'ambition de pouvoir intégrer également la partie domicile dans cette enquête pour justement être vraiment au plus proche des préconisations à faire dans le cadre d'un parcours concret, réel d'une personne, d'un usager sur notre territoire en tout cas. Donc c'est effectivement au-delà même des référentiels, là, les enquêtes, les études, les analyses sont déjà faites et des préconisations le sont également. Et c'est vrai que la sémantique est importante. On va passer à la conclusion avec vous, M. Pideri, directeur de l'équipe opérationnelle de CAISA 972. Donc, en conclusion, je souhaite surtout vous remercier d'être présent. Donc, les professionnels de santé, nos invités et nos partenaires pour ces échanges. Donc, ces échanges très riches, très inspirants. Donc, je pense que chacun, que les professionnels présents ont pu apprécier donc, tout ce qui a été fait, le chemin parcouru par le CHU et l'ensemble des dispositifs qui ont été mis en place, y compris à la clinique de la Tour, tout ce qui a été mis en place. Donc moi j'ai trouvé ça très inspirant et félicitations, je souhaite vous dire aussi félicitations pour tout le travail accompli. Et merci aussi à M. Amakwevi. Donc M. Amakwevi qui, je pense, va nous accompagner sur cette thématique parce que nous à Calisan, on souhaite vraiment développer les sujets qualité avec vous. C'est notre mission, donc notre mission d'animation territoriale. On souhaite ainsi, sur cette mission, aborder tous les sujets, tous les nouveaux sujets, toutes les questions nouvelles posées par la haute autorité de la santé. Donc, nous serons là à vos côtés sur cette thématique de l'expérience patient pour vous proposer des actions. Nous avons déjà une communauté de pratique sur la certification qui traite de l'expérience patient. Donc, c'est une info. Vous pouvez y participer en vous inscrivant sur le site internet de Calisan 972. Et puis aussi vous dire que nous sommes très satisfaits très heureux de pouvoir, pour la première fois, accompagner l'ensemble des établissements, l'ensemble des professionnels sur la nouvelle procédure de certification, puisque puisque l'ensemble des établissements ont passé leur procédure de certification
et que on pourra, avec vous, à vos côtés, développer, travailler sur toutes les questions qualité. Voilà, donc je ne serai pas plus long. Merci à tous d'être venus, d'avoir partagé, d'avoir échangé avec nous et nos intervenants. Et je vous invite à Le pot de l'amitié. à partager le pot de l'amitié. Voilà. Et on aurait aussi Lilith Calisson,